Passe lors du séminaire PMC1. Oui, c'est intéressant. Je sais que vous n'aimez pas parler, mais vous pouvez pas en parler pareil. Bon, c'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est que je n'ai jamais aimé vendre des choses. C'est sûr que pour vivre, il faut vendre un peu. Celui qui va s'engager quelque part, il faut qu'il se vende. Celui qui veut augmenter son entreprise, il faut qu'il vende. Il faut presque même au niveau théologique se vendre à Dieu à un moment donné. Lui expliquer qu'on est bon. Bon, le séminaire PMC1, c'est un séminaire que je fais qui dure 2 jours, donc qui est un séminaire aussi sur l'homme nouveau. C'est un séminaire qui a une tendance énergisante, c'est-à-dire que c'est un boostage énergétique. C'est plus qu'une motivation simple et pure. Et il vient un moment donné où la personne, suffisamment énergisée dans sa propre énergie, arrive à comprendre des choses qui, normalement, échappent à sa compréhension, mais qui cheminent tout près de sa conscience. Elle les perçoit, mais elle n'arrive pas nécessairement à les englober. Alors, lors du séminaire, bien souvent, les personnes arrivent à l'englober convenablement. Le séminaire lui-même s'adresse aux personnes qui ont assisté à au moins 2 ou 3 conférences que j'ai données, histoire de pouvoir être sûr qu'ils sont en affinité vibratoire avec ce que je fais ou avec moi-même, étant donné que le séminaire, c'est moi qui le donne. Le séminaire est complet en lui-même, il dure 2 jours. On sait quand il commence, vers 10 heures, on ne sait pas à quelle heure il finit. Et ce qui est une chose aussi importante, c'est que les personnes qui font le séminaire n'achètent jamais un nombre d'heures. C'est un travail qui se fait en 2 jours. Un travail qui permet aussi aux personnes, et surtout aux personnes, d'arriver à rencontrer peut-être ce qui les manipule le plus dans leur vie. Je ne parle pas de savoir que c'est ta femme ou ton mari qui te manipule. On parle de manipulation cosmique, de manipulation réelle, les manipulations qui engendrent le collectivisme, qui engendrent les problèmes au niveau émotif, qui engendrent la structure émotive ou psycho-émotive de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à la longue, par l'éducation, par la génétique aussi, a constitué l'être humain qui fait le séminaire. Le séminaire a un but, faire prendre conscience à l'être humain, mais prendre conscience, cela veut dire pas apprendre, faire prendre conscience qu'il doit un jour devenir son seul maître, c'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, il devra arriver en vibration, en conscience, en intelligence, à être le seul maître contrôleur à bord, c'est-à-dire dans son corps physique, donc chez lui. Le séminaire PMC1 n'est pas un séminaire miraculeux, c'est-à-dire que les personnes qui sortent de là en savent plus, sont beaucoup plus vibrantes, ont peut-être réglé certains problèmes. Maintenant, ce n'est pas un séminaire qui règle tous les problèmes. Ça peut permettre à certains individus, disons, de se brancher dans quelque chose au niveau de leur vie. Maintenant, une chose est très importante au niveau du séminaire, c'est que je n'amène pas de solution, je ne suggère rien. Les personnes sont là pour pouvoir prendre connaissance ou pour pouvoir se rencontrer eux-mêmes au niveau énergétique. Alors, à un moment donné, ils posent des questions et ils ont eux-mêmes les réponses. Et c'est le but fondamental du séminaire PMC1. Ce n'est pas un séminaire où je donne toutes les réponses. C'est un séminaire où, à un moment donné, vous apprenez vous-même à poser des questions de façon à avoir les réponses à l'intérieur. Et cela est une faculté qu'amène l'énergie. Il y a aussi une preuve, disons, relativement sensible de ce que c'est que le contact supramental, donc le contact d'un homme avec son esprit, c'est-à-dire lorsque l'homme est dans sa propre intelligence. Alors les personnes, je ne dis pas ce qui se passe pour la simple raison que ça serait il y a des personnes qui s'inscriraient juste pour ce genre de symptômes ou de phénomènes, et ce n'est pas le but du séminaire PMC1. Le séminaire est pas facile pour l'ego, évidemment, étant donné que normalement c'est l'ego qui paye et qui s'inscrit. Et tout le séminaire est bâti sur le mental, c'est-à-dire sur la négociation, donc sur l'humilisation de l'humain. Alors, c'est un peu traumatisant pour l'ego lorsqu'il se rend compte qu'en fin de compte, il s'est inscrit dans un séminaire qui a pour fonction de travailler contre lui. C'est même un peu chiant. Alors, c'est un séminaire qui, je dois le dire, s'adresse aux personnes qui veulent faire quelque chose, qui veulent se prendre en main, qui sont en affinité vibratoire avec ce que je fais comme travail. Donc, le séminaire ne s'adresse pas à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ceci. Il y a des personnes qui sortent de là en chantant, d'autres pas en braillant, mais enfin, en chantant moins fort. Maintenant, il n'y a personne qui part tout croche au travers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tout le monde s'en réchappe assez bien. Là, ceux qui survivent partent heureux normalement. Les échanges de cadeaux pour Noël. Est-ce une tradition, une obligation, un besoin de faire plaisir, de la fausse publicité? Non, c'est de la bonne publicité. Ça marche. Les échanges de cadeaux pour Noël sont évidemment un rythme traditionnel
qui n'est pas comme tel chrétien, mais qui vient plutôt des pays nordiques. Et si est-ce qu'on veut savoir si c'est une obligation ou un besoin, ben, il faut simplement regarder la face de tous les parents, de tous ceux qui vont acheter, les misères que ça va occasionner, le stress, les ci, les ça, les chicanes pour interdire aux enfants de fouiller des paquets avant Noël, les ceci, les cela. On donne le cadeau avant parce qu'on peut pas se retenir. On y en rachète un autre parce qu'on peut pas voir qu'il n'aura pas en dessous du sapin. Et puis ça, c'est pour plusieurs. Alors, si c'est pas un besoin, c'est quoi? Posez-vous la question. Moi, je donne des cadeaux quand j'ai le feeling de donner un cadeau. Pas nécessairement quand c'est le feeling collectif. Maintenant, c'est important. Ceux qui ont des enfants, qui sont éduqués à l'extérieur, etc., si on veut respecter leur écologie psychologique de leur état selon leurs âges, ben, à un moment donné, même si ça devient un besoin pour eux d'avoir un cadeau, s'ils ne sont pas dans un état à comprendre peut-être, disons, l'inutilité de ce besoin, c'est préférable de leur donner un cadeau. Et à un moment donné, lorsqu'ils auront été suffisamment nourris, lorsqu'ils pourront arriver à être sevrés au niveau émotif, au niveau psychologique, bien évidemment, ils pourront comprendre. Ce qui fait que ce n'est pas parce que l'humain, l'adulte, comprend peut-être que c'est un besoin. Ben alors, si vous comprenez que c'est un besoin, cessez d'en être stressé. Organisez-vous, achetez vos cadeaux au jour de l'an pour l'année d'après, tout est en solde. Et puis, lorsque on comprend le phénomène, puis qu'on a des enfants ou des parents ou des personnes qui, eux, peut-être ne le comprennent pas, quand c'est des adultes, c'est peut-être le temps de s'imposer un peu plus, mais quand c'est des enfants, les enfants n'évoluent pas nécessairement au même rythme que les adultes, et les enfants ne doivent pas payer parce que l'adulte apprend. Alors, ce qui fait que, moi, j'ai des enfants qui sont peut-être maintenant un peu plus âgés, mais du moins, à l'époque où ils étaient plus jeunes, c'est évident que les cadeaux, je leur en achetais. À un moment donné, ils vont comprendre, ce qui fait qu'on peut acheter des cadeaux. Enfin, de temps en temps, il y a des échanges d'énergie. Ce n'est pas un cadeau, c'est toujours mérité, un cadeau. Ou il y a toujours une raison derrière, si c'est pas mérité. Mais disons un échange d'énergie qui n'est pas nécessairement, qui ne doit pas nécessairement suivre l'obligation d'être réglementé. On donne des cadeaux à telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. Puis là, les vendeurs vous attendent avec des gros yeux. Est-ce que pour vous, M. Kemp, le fait de faire des conférences est un besoin? Bon, pendant les 3 années où j'ai fait des conférences ici au Centre de l'Universalité, c'était effectivement un besoin. Je m'en suis pas caché, je l'ai souvent expliqué aux personnes qui venaient en conférence, c'est-à-dire que lorsque l'on me posait des questions, j'avais donc le privilège de répondre. Répondant, j'apprenais. C'était un besoin, il faut s'entendre. Ce n'était pas un besoin dans le sens important du terme, c'était un outil, donc une utilité. Je n'avais pas besoin de conférences, mais j'envoyais l'intelligence. Fin 87, je ne ferai plus de conférences pour moi, c'est-à-dire que je n'aurai plus besoin d'être stimulé par les questions des personnes ou de l'intervieweur pour pouvoir parler. Donc, je n'aurai plus besoin de faire de conférences à la fin de 1986. Sans doute qu'en 1987, je vais quand même poursuivre les conférences pour un autre but, un but beaucoup plus sociologique ou social que mon propre but au niveau de l'apprentissage de la parole par le biais des questions. Pendant 3 ans, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées sans jamais, disons, interdire une question. Certains qui sont venus au cours de ces 3 années ont déjà assisté à des questions qui étaient même assez, disons, bêtes noires. Les questions, je ne les lis pas avant et l'intervieweur n'a pas pour fonction de filtrer les questions. D'ailleurs, certains ont pu se rendre compte qu'il y a des questions qui étaient assez crues de temps en temps parce qu'il y a des personnes qui viennent qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le fait qu'un humain sur la planète, à un moment donné, peut se prendre pour lui-même. Et il y a des questions qui étaient assez crues des commentaires. La personne qui m'interviewe est là pour classifier les questions de façon à les résumer, à poser les questions similaires ensemble, mais elle n'a jamais été là pour filtrer. Donc, je n'ai plus d'utilité personnelle à faire des conférences maintenant. Et je vais continuer à faire des conférences pour une utilité beaucoup plus autre que celle de me permettre de développer la parole, c'est-à-dire le savoir instantané, donc la faculté de répondre à n'importe quelle question, c'est-à-dire la faculté de savoir n'importe quoi, c'est-à-dire la faculté de savoir tout ce que je dois savoir lorsque c'est nécessaire que je le sache. Donc, la faculté d'avoir un savoir instantané qui n'est pas expérimenté, donc le fait de pouvoir savoir des choses que je n'ai pas apprises, par la simple raison que je considère, et c'est un fait, qu'il est beaucoup plus intelligent de savoir ce qu'on a besoin de savoir que de savoir seulement ce que l'on a appris. Où se termine la limite de chaque besoin et qui nous permet de passer à un autre besoin? Y a-t-il un repos obligatoire entre chaque besoin? Bon, la limite de chaque besoin est paramétrée ou délimitée par le besoin lui-même. Qui nous permet, vous, c'est-à-dire que c'est toujours l'humain lui-même qui doit s'auto-permettre quelque chose. Il ne doit jamais attendre la permission de l'extérieur. Jamais.
Il doit s'ajuster à l'extérieur, mais il ne doit pas attendre la permission. Parce que sachez bien que la collectivité des pauvres ne vous permettra jamais d'être riche. Bon, alors ceux qui sont malheureux ne vous permettront pas d'être heureux. Ceux qui ne comprennent pas ne vous permettront pas de comprendre. Ceux qui battent leurs enfants ne vous permettront pas de pas les battre. Ceux qui ont la barbe ne vous permettront peut-être pas de pas en avoir. Alors, avis aux femmes. C'est beaucoup préférable, donc, de se décider soi-même, de s'autoriser soi-même, de s'auto-permettre nos propres changements, donc les limitations ou non de nos besoins, et de s'ajuster. Ce n'est pas donc nécessaire de le créer sur tous les toits. Y a-t-il un repos obligatoire entre chaque besoin? Ça dépend simplement de la résistance de votre ego, donc de l'incrustation mémorielle de votre expérience, c'est-à-dire du pouvoir que vous donnez à votre mémoire, à votre expérience. Et c'est ce pouvoir, cette autorité que vous allez laisser à vos mémoires qui va vous permettre de souffrir un peu plus et qui va cristalliser les repos ou les stagnations entre chaque morceau ou moncellement d'évolution. Moins vous allez mettre d'autorité dans votre expérience ou dans le passé, plus vite vous allez être capable d'avancer avec de moins en moins de souffrance. Si on compare l'enfant qui évolue, il apprend facilement, et plus il grandit, plus il s'attache au passé, plus il s'attache à son expérience, plus il s'attache à expliquer le présent à partir du passé, donc plus il s'attache à mourir. C'est-à-dire à ne pas vouloir vivre le présent, mais à toujours vouloir vivre ce présent coloré par le passé, qui lui-même est mort. Pour évoluer, il faut parler, pas seulement penser, mais pour se supporter, il ne faut pas parler. Le discernement me suggère, entre autres, de bien choisir la personne à qui je parle. Ai-je raison? Et quoi encore devrait me suggérer le discernement? Le discernement va vous suggérer ce qu'il va vous suggérer. Pour évoluer, il faut parler. Il faut s'entendre. Pour s'améliorer, il vient un temps où l'être humain doit essayer de transcender la pensée, c'est-à-dire que l'humain doit arriver à une faculté qui n'est pas limitée et paramétrée par la pensée. J'ai déjà dit que la pensée de l'humain, vous pouvez, ceux qui n'ont pas compris nécessairement le phénomène ou qui n'ont pas encore entendu l'explication, vous pouvez faire l'expérience facile et immédiate que si vous n'avez aucune mémoire, vous ne pouvez pas penser. Alors, vous pouvez essayer ça chez vous, ou même présentement. Si vous n'avez aucune mémoire, vous ne pouvez pas penser. Donc, votre pensée est toujours limitée par votre faculté de vous rappeler. Votre pensée est donc toujours limitée par votre faculté de mémoriser. Et donc, votre faculté de penser est limitée par ce que vous avez en mémoire et en expérience. Vous ne pouvez pas penser en hébreu, vous ne connaissez pas l'hébreu. Vous ne pouvez pas penser en fonction de navettes spatiales au niveau des problèmes, disons, informatiques et électroniques, parce que vous ne connaissez pas cela. Vous ne pouvez pas penser avec des mots que vous ne connaissez pas, donc votre pensée est limitée par la terminologie que vous avez apprise. Éliminez la mémoire, vous éliminez la pensée. Si l'être humain essaye toujours par la pensée de comprendre ce qu'il ne connaît pas, de comprendre ce qu'il ne comprend pas, bien évidemment, il évoluera toujours lentement, parce qu'il essaye de comprendre quelque chose qu'il n'y a pas dans sa mémoire à partir de ce qui se trouve dans sa mémoire. Il y a un problème. Lorsque l'humain est capable de faire fi de sa mémoire, mais de rester éveillé, automatiquement, il peut vivre l'instantané. Vivant l'instantané, il le mémorise. Et s'il ne compare pas cet instantané avec ce qu'il a en mémoire, il risque fort de ne pas le tuer, cet instantané, donc il risque de rester vivant. Restant vivant, il va finir par apprendre à un moment donné à être intelligent et non plus intellectuant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va arriver à découvrir une mécanicité qui va lui permettre de transcender la pensée. Comment arriver à intégrer, à logiférer, à comprendre, à vibrer, à cellulariser quelque chose que nous ne connaissons pas parce que nous ne l'avons pas appris? Alors, il y a quelque chose qui peut se faire. Ou bien, cela est digéré instantanément sans même que vous en preniez conscience, comme quand vous avez du plaisir, vous jouez à un sport particulier ou vous faites l'amour, à un moment donné, vous ne vous rappelez pas, vous n'êtes pas conscient que vous êtes là. Pourquoi? Parce que vous vivez. Parce que l'être humain est conscient qu'il est, parce qu'il est conscient qu'il a été. Et parce qu'il a été, il pense qu'il est. Lorsqu'il pense qu'il est, il n'est plus. Il a été. Lorsque l'être humain n'a pas conscience de ce qu'il fait, il est sans doute dans un état où il vit. L'intelligence spontanée ne peut pas passer par la pensée de l'homme parce que la pensée de l'homme est tributaire des mémoires de l'homme. Tandis que la parole de l'homme n'est pas tributaire de ses mémoires. La parole telle qu'elle, la parole phonétique telle que nous la connaissons, comme je parle présentement en français, elle est attribuable à des mémoires, c'est-à-dire que j'ai appris la langue. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point, parce que j'ai la faculté aussi d'inventer de nouveaux mots qui sont typiquement dans l'orchestration française. J'ai déjà expliqué aussi que le mot avait la tendance à désigner l'onde de forme d'un objet. Si je dis à n'importe qui ici, inventez un nouveau mot français,
pour désigner cet objet, la majorité, vous ne serez pas capable. Et si je dis maintenant, inventez un nouveau mot pour désigner ceci, un nouveau mot pour désigner ceci, tu sais, appelez pas ça cric, flox, black, c'est pas du français. Schnabo, c'est pas du français. C'est peut-être du polonais, c'est pas du français. Si vous me dites par exemple, prenons l'exemple du mot meeting. Meeting n'est pas français. Ah, il est accepté, peut-être, mais il n'est pas de consonance française. Meeting, on n'a pas le terme ing en français. Si on regarde parking, c'est anglais. Ce n'est pas allemand, ce n'est pas russe, ce n'est pas chinois. Pourquoi? Parce que dans la structure génétique, neurologique, sanguine, donc héréditaire, du peuple anglais, prenons l'exemple du peuple français, ou même du peuple québécois, lorsqu'il observe un objet, il perçoit l'onde de forme de l'objet. Et l'onde de forme de l'objet transcrit dans une énergie orale, le verbe, va automatiquement désigner la chose. Et c'est pourquoi aussi vous avez des noms et des prénoms, pour qu'on puisse vous manipuler par vos prénoms, parce que le nom, le verbe, est la clé de l'âme de l'homme. Lorsque je parle du verre, lorsque je parle d'un contenant, j'ai des termes français qui sont en affinité avec l'onde de forme. Lorsque l'humain arrive à avoir ce contact avec lui-même, donc avec son esprit, et non plus avec son âme, parce que l'âme est gérée par le plan des morts, c'est-à-dire que l'âme va dans le ciel, dans le monde des morts, et l'intelligence instantanée provient des cieux, si on veut prendre la terminologie ancestrale, et des cieux vient donc 3 formes d'énergie particulières, la plus basse, la plus proche de l'homme pour l'instant, est le plan supramental, qui antiquement portait le nom d'Esprit Saint, ou de Saint-Esprit. Et lorsque cette énergie traverse l'homme, l'homme se doit de parler. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas connaître cette énergie ou l'expérimenter par la pensée. Si on regarde les apôtres, lorsque le Nazaréen les a envoyés prêcher, il ne les a pas envoyés penser, il ne les a pas envoyés méditer ou réfléchir, il les a envoyés parler. En parlant, automatiquement, ceux-ci s'instruisaient, et évidemment instruisaient les autres. Mais la faculté fondamentale de la parole n'est pas d'instruire les autres, et de s'instruire soi-même. Donc, lorsque l'être humain arrive à un point où il peut être en connotation avec la vie beaucoup plus qu'avec la mémoire, il se doit de ne plus penser, donc il doit commencer à parler. Évidemment, dans le début, sa parole va être régie par sa mémoire, donc par son ego, par l'astral qui l'occupe, mais plus il va être capable de parler en s'écoutant, donc il va parler, il va dire « bon, je suis con ». Mais s'il ne se prend pas au sérieux, à force de parler, il va finir par être capable de transmettre quelque chose, et là, il dira « merde, ce que je viens de dire, ça a de l'allure. » Exactement, c'est ça. Hey, je l'ai bien dit, hein? C'est en plein ça. Tu ne l'as pas pensé, tu l'as dit. À un moment donné, on sort quelque chose, puis c'est tout résumé, c'est... Crime, faut l'écrire. Vite, on va l'oublier. Oui, tu vas l'oublier parce que vu que c'est de l'intelligence instantanée, ça n'a presque pas été mémorisé vu que c'est sorti par la parole. Vite, écris-le, on va l'oublier. Oui, tu vas l'oublier parce que ça n'était pas expérimenté par la pensée. Mais si tu y penses, tu l'oublieras pas. Ça va le temps. Alors donc, à un moment donné, l'homme nouveau, l'homme transitif, la femme transitive, la femme nouvelle arrive à la parole. J'ai déjà fait une conférence qui s'intitulait « La parole est d'or », qui relate effectivement toute la mécanicité de l'intelligence par la parole. Avis aux grandes gueules. Se poser des questions intérieurement, c'est un besoin comme en psychologie et ça me nuit. Comment arrêter ce processus? Première chose, pose-les clairement et avec la voix, et ça ne sera pas long que ces questions vont disparaître du phénomène intérieur. Lorsque la personne pense intérieurement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que la personne se pose des questions intérieurement est mal ajusté au niveau de la parole. On la manipule pour que des questions naissent chez elle. Elle ne se pose pas des questions. Si elle se poserait des questions, n'importe quand elle pourrait cesser de se poser des questions. Si c'est elle qui aurait le contrôle. Comme l'être humain, lorsqu'il pense, il ne peut pas arrêter de penser. Il veut développer le contrôle de la pensée. Imaginez-vous. Il n'y a rien qu'à devenir son maître. Il n'aura pas besoin de contrôler la pensée ne viendra plus chez lui. Il va savoir quand ça va être nécessaire, puis il n'y aura rien quand ce ne sera pas nécessaire. Alors, la personne qui se pose des questions tout le temps, elle ne peut pas arrêter de s'en poser. Ça la nuit, ça l'embête, ça la tricote, ça la chicane, ça la puise en énergie, ça la tête en énergie. Alors, évidemment, elle est manipulée à être gérée par une phénoménologie de questions incessantes, inlassables, qui proviennent toujours des mêmes plans, des choses que l'être humain s'est toujours posées comme questions. Elle est manipulée par la conscience astrale collective. Lorsque l'être humain va les poser par la voix, il y a une forte chance qu'à un moment donné, à la longue, à force de les articuler, que ces questions finissent par s'en aller. Une chose certaine, c'est que chaque fois que vous prenez une décision, prenez-la toujours en parole. Ne la prenez jamais en pensée, parce que vous pouvez être sûr qu'elle va disparaître rapidement, mon Dieu. Dites-le vous.
Pensez-le pas seulement, dites-le. La parole, elle a de la puissance. La pensée, elle n'en a pas. Qu'est-ce que vivre? Bon. Cette question, elle peut être, si je la réponds, elle peut être comprise par celui qui vit. Mais celui qui vit ne pose pas cette question. Donc, celui qui pose la question ne vit pas, et si je réponds, il ne comprendra pas. Ce n'est pas une façon détournée de répondre à une question. Comment pouvez-vous expliquer à un aveugle de naissance ce qu'est la vision? Celui qui voit ne se pose pas la question. Celui qui ne voit pas ne pourra pas comprendre. Que tu touches à distance, puis que tu touches avec des couleurs, disons avec des bruits différents, parce que lui qui entend, il voit pas. Il pourra pas. Alors c'est le même phénomène, qu'est-ce que vivre? Vivre, c'est être. Vivre, c'est... Vivre, c'est ça. On ne peut pas expliquer mieux. Parce que si j'explique plus, je tue la vie. Alors c'est exactement comme vouloir découvrir l'énergie yin-yang sur un humain. Et pour découvrir cette énergie que les acupuncteurs se servent, ben on dissèque des morts. Ben, l'énergie yin-yang, c'est l'énergie de la vie. Elle est présente lorsqu'il y a la vie. Si tu dissèques un mort, tu t'en trouveras pas. C'est pourquoi la médecine occidentale n'a jamais découvert cette phénoménologie d'énergie, tandis que les orientaux l'ont découvert. Les orientaux travaillaient sur les vivants, les occidentaux sur les cadavres. Alors évidemment, ils n'ont pas pu la découvrir. Elle n'était pas là. Lorsque l'on parle de la vie, en partant, on parle d'un concept, d'une spéculation. Automatiquement, on parle de quelque chose de mémorisé, d'expérimenté. Donc, automatiquement, on parle de la mort. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est... Là, je fouille dans mes mémoires, j'essaye d'englober des mots, j'essaye d'aller chercher, donc je parle de la mort, je ne parle pas de la vie. On ne peut pas parler de la vie, on peut vivre. On ne peut pas en parler. Du moment que vous arrêtez, vous jouez au tennis, vous faites l'amour d'un coup pouf. Hey, je vis. Oui, tu vis plus. Là, fouille dans tes mémoires, ça va du plaisir parce que le plaisir s'en va. Hein. Mais tant que tu n'en parles pas, tant que tu ne le sais pas, tant que tu vis, tu vis. La condition sine qua non de la vie est évidemment l'inconscience de la vie. L'enfant vit. Lorsque l'enfant commence à penser qu'il vit, ben là, il a peur de mourir. Et là, évidemment, il se rappelle son passé. Et là, lentement, il se crée une structure psychologique, pédago-psychologique qui finit par l'englober. Il devient un adulte qui sait qu'il vit, qui a besoin de vivre, qui a un paquet de besoins qui sont imposés. Et évidemment, il ne vit plus. Comment pouvez-vous arriver à jouir du présent si vous n'essayez pas toujours de comprendre le présent à partir du passé? Alors, le temps que vous observez le présent, vous fouillez dans votre passé voir si vous le connaissez. Le présent continue pendant ce temps-là. Alors, vous êtes mort. C'est-à-dire que vous vivez à partir du monde des morts, de la mémoire, des choses qui ne vivent plus. Qu'est-ce que la vie? Ben, la vie, ça ne s'explique pas. La vie, ça ne se compte pas. La vie, ça se vit. Et quand savez-vous que vous vivez? Vous ne pouvez pas savoir que vous vivez. Vous pouvez savoir que vous avez vécu. C'est la conscience limitée de l'homme. Lorsque l'être humain arrive dans un état total d'instantanéité, il ne se pose pas la question est-ce que je vis ou est-ce que je vis plus. Ça n'a plus de sens pour lui. Alors évidemment, il vit, mais il ne sait pas. Mais il s'en fout. Si vous me dites que je ne peux pas aller progressivement vers un but, disant cessez de parler, agissez, mon gérant de banque n'appréciera sûrement pas me prêter de l'argent pour ouvrir un commerce si je n'ai pas un bilan à lui présenter. Donc, j'ai tout pensé, prévu, trouvé, etc. Mais il faut y penser. Alors, que voulez-vous dire au juste? Bon, tout à l'heure, j'ai bien spécifié, il y a beaucoup de personnes qui font tout ou rien. C'est sûr que, bon, que je passe à l'action, elle m'emprunter 1 million. Mais non, ça c'est tout ou rien. La personne, si elle a fait un bilan, si elle a placé des choses, elle a fait ce que je dis qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'elle a structuré quelque chose, mais elle n'a pas médité. Elle l'a fait. Si elle a son bilan dans sa tête, ça ne vaut rien. Elle ne partira jamais rien. Si son bilan est écrit, c'est quelque chose. Si elle a rencontré un comptable ou si elle a rencontré quelqu'un pour avoir des conseils, c'est déjà quelque chose. Mais il faut qu'elle ait quelque chose dans la matière. C'est évident que moi, c'est pareil. Même au niveau compagnie, il faut aller voir, il faut avoir un bilan, il faut avoir une idée de notre fonds de roulement, il faut savoir ce qu'on a en stock, il faut savoir ce qu'on envisage comme rentrée d'argent, il faut savoir quels sont nos coûts. Il faut savoir un paquet de choses. Mais on ne doit pas le savoir. Je vais vous donner un exemple. On a une petite entreprise, même familiale. Prenons l'exemple de la famille, mais c'est la même chose au niveau des pays, des gouvernements, des nations et même de la planète. Quels sont les objectifs premiers? Bon, pourquoi? Pourquoi avoir une famille? Alors, pourquoi avoir des enfants? Si les enfants sont déjà là, pourquoi? Si on a une compagnie, pourquoi les employer? Si on veut faire une famille, il faut savoir. Si on veut partir d'une compagnie, il faut savoir. Il ne faut pas le savoir là, il faut l'écrire. Parce que si on met des objectifs par écrit, c'est déjà un peu dans la matière. C'est pas suffisant.
Mais c'est le pas. On commence par le pas. On a écrit des objectifs. Vous savez, lorsque moi je demande à un maquettiste, je lui dis, je veux faire tel genre de publicité pour tel produit, alors trouve-moi quelque chose. C'est un gros travail pour le maquettiste de trouver quelque chose. Mais moi, je peux aussi trouver quelque chose, mais mon temps est occupé à d'autres choses. Alors le maquettiste, il fait n'importe quoi, puis j'ai pas trop expliqué. Il me dessine quelque chose, il connaît le produit, il sait un peu quel marché on va aller chercher, quelle est l'intelligence peut-être de l'application, etc. Il me fait quelque chose, il me l'amène. Alors évidemment, moi je le regarde, puis je lui dis pas, c'est pas ça pantoute. C'est évident que c'est pas ça pantoute. Mais lui, il sait. Mais avec sa maquette, là maintenant, je peux m'appuyer, puis là, je change ça, corrige ça, fais ci, fais ça, puis j'y redonne. Là, lui, il le refait au complet, me le ramène. Là, de cette façon-là, on fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on met dans la matière. La chose la plus dure, je la lègue au maquettiste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suffisamment de temps à mettre, je l'ai faite. Je suis capable de le faire, donc je peux comprendre mon maquettiste. Parce que je l'ai fait. Mais lorsque la personne, elle médite, elle pense, bon, quel est le but? Attends pas d'avoir le but pour l'écrire, tu trouveras peut-être jamais le but. Tu commences à griffonner. Quand il y a quelque chose, là, il y a une matière à étudier. Là, maintenant, on peut reprendre et puis là, on peut rayer. Le bilan, la structure de la compagnie. Est-ce qu'on se met en société? Est-ce qu'on s'incorpore? Est-ce que c'est au niveau des sociétés canadiennes ou encore des compagnies québécoises? Est-ce que c'est ceci, cela, cela? De quelle façon on va fonctionner? Il ne faut pas en parler, il faut l'écrire. On le note, on l'écrit. Est-ce que je vais avoir des actions? Est-ce que j'aurai pas d'actions? Est-ce qu'il va être vendu au public? Est-ce qu'il va être vendu à l'interne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, on fonctionne de cette façon-là. La famille, c'est le même phénomène. Combien de fois par semaine les enfants devront faire la vaisselle? Combien de fois ils font le lavage? Bon, on organise des choses. Mais pas rien comme ça, il faut les mettre en papier. Et même faites signer un contrat à vos enfants à un moment donné. Oui, une fois par semaine, tu fais la vaisselle. Ou 2 signes le papier. Là, l'enfant, il est tout content. L'enfant, c'est parfait. Il a tout compris. Le mari avec, pour les femmes qui ont des problèmes avec le mari. Et puis, une fois que c'est signé, ça a l'air con. On n'a pas signé des contrats en famille. Et non. Mais partez une compagnie entre amis, puis signez pas de contrat, vous allez vous faire plein d'ennemis. C'est la même chose que la famille. Oui, mais regarde, tu l'as écrit ton papier. Puis automatiquement, ce qui est signé dans la matière a beaucoup plus d'impact au niveau de la psychologie égoïque, même si c'est un enfant, même si c'est un associé ou n'importe quoi. Alors, la personne, ce qu'elle a fait, si elle l'a fait, mon gérant de banque n'appréciera pas, j'espère bien, parce que le gérant, espérons que c'est pas trop fou. Alors, elle a besoin d'un bilan à lui présenter, donc déjà tout pensé, prévu, trouvé. Si c'est pensé et écrit, trouvé et écrit, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai dit de faire. Faites cela. Vous ne dites pas, je pars en compagnie, tiens, je vais vendre des brosses à date. Bon, alors tu t'en vas emprunter de l'argent? Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est celui qui fait tout ou rien. Mais appliquez-vous. Voulez-vous partir en affaires? Commencez par acheter quelques livres et lisez-les. Hein? Il y en a plein qui n'achètent, qui ne les lisent pas. Après ça, vous faites un bilan, vous devez le faire, vous devez faire un budget au moins pour vous-même, parce que si vous n'êtes pas capable pour vous, vous ne pourrez pas pour la compagnie. L'humain est toujours convaincu que ce n'est pas nécessaire quand c'est des petites choses. Commencez par les petites choses et là, vous vous transformez. Vous devenez un administrateur, un géreur. Lorsque vous êtes capable de gérer votre propre vie, vous pouvez commencer à grossir, à étendre. Pourquoi moi, j'ai travaillé dans des compagnies, j'en ai parti des compagnies. Les compagnies ne marchent pas toutes bien tout de suite. Pourquoi? Pour la seule raison que je ne pourrais pas m'appliquer à faire quelque chose de beaucoup plus grand dans 10 ans d'ici, si je ne suis pas capable déjà de partir avec rien quelque chose et de l'amener à l'autonomie. Je ne peux pas parler de l'emploi à l'échelle du Canada ou du Québec si je ne suis pas moi-même capable de créer des emplois pour d'autres. Facile de dire. Le gouvernement va dire, on va créer des emplois, on va investir tant. Oui, mais s'ils ont déjà eux-mêmes eu de la misère à se trouver des jobs ou s'ils n'ont même pas créé de l'emploi à partir du petit, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils vont arriver à gérer quelque chose de plus gros? Et on pense souvent, oui, mais si on sera au gouvernement, c'est avec les milliards qu'ils ont. Non, le problème il reste le même. Ils ont plein de milliards, puis ils savent toujours pas plus où on peut les dépenser. Comment on peut les gérer. Alors, c'est le même phénomène au niveau financier. La personne qui a de la misère avec son budget personnel et chez elle, qui marche toujours avec son char, son réservoir d'essence à moitié vide, même toujours vide, parce qu'au lieu de mettre 20 $ dedans pour le remplir, puis quand elle est rendue au milieu, elle en remet 10, ben elle le laisse vide, puis toujours, elle en met toujours 10, mais toujours 10 quand il est vide, ce qui fait qu'il est toujours vide. Elle remplit une fois, puis après ça, elle met toujours 10, fait toujours plein. Vous comprenez, c'est la même affaire. Sauf qu'énergétiquement, elle a un char qui a toujours plein d'essence. Quand elle rentre dedans, regarde son aiguille, full. Tu pars, tu rentres, full. Tu es rendu au corps, mets 10 piastres. Tu mets toujours 10 piastres. Mais mets-le pas quand il est vide, mets-le quand il est plein. Là, tu mets encore rien que ton 10 piastres, ça coûte pas plus cher. Ton char, toujours full. Ben, énergétiquement, c'est de l'orchestration. C'est de l'énergie.
L'autre, il met encore son 10 piastres, mais il remplit au quart, 10 piastres, il est vide. Il remplit au quart, il est vide. Il remplit au quart, il est vide. Une fois dans sa vie, il met 40, remplit le plein. Quand il est au 3 quarts, met 10 piastres. Au 3 quarts, met 10 piastres. C'est la même chose, mais énergétiquement, c'est tout changé. Et ça marche pour à peu près n'importe quoi. C'est ça de l'énergie, jouer avec l'énergie. Là, on devient des réussisseurs. La personne qui commence comme elle l'a fait, elle l'a mis sur papier, ça fonctionne. C'est parfait. Si le professeur d'initié demande de l'argent pour la construction d'un édifice comme une ferme ou un autre projet du genre, dans le but d'en faire un lieu de lumière, est-ce une forme d'exploitation ou une signature dans la matière? Bon. Chaque monde doit être dans son monde. On doit gérer les choses dans la matière pour pouvoir gérer de la matière. Le Centre de l'universalité a nécessité, juste pour son inauguration, évidemment, il a doublé de superficie par la suite. Moi, je n'étais pas là, j'ai été engagé par la suite pour faire des conférences et pour faire d'autres choses. Celui qui a inauguré et qui a parti le centre a dû investir près de 200 000 $ juste pour le partir. Et il ne serait pas ici, si cela aurait été le cas. Il a ouvert le centre, pour la simple raison, c'était un homme d'affaires, il a ouvert le centre de façon à permettre à ceux qui ont de la gueule, mais qui n'ont pas d'argent, puis d'organisation, d'avoir la faculté de pouvoir se servir d'un endroit et d'apprendre à devenir des gestionnaires, des hommes d'affaires, des artistes en affaires. Bon. Le centre doit s'auto-financer et il doit se marcher suffisamment bien à un moment donné pour créer de l'emploi. Pour grossir tout le temps. Grossir toujours au niveau de conférence, absolument pas. Si à un moment donné, on trouve une couche pour bébé qui est absolument géniale, il faudra la mettre sur le marché, partir une compagnie à part, créer de l'emploi encore et faire des couches. C'est simplement ça. Le centre, il est là pour pouvoir permettre de gérer de la matière. Lorsque l'humain a suffisamment de matière sous lui pour le supporter, là et maintenant, là, il peut commencer à penser aux autres mondes. À son monde vital, à son monde astral, à son monde mental ou même à son esprit au plan supramental. Sauf que le centre n'est pas un endroit de lumière. Le centre est un endroit où on peut s'asseoir, où on peut parler, qui a une certaine ambiance énergétiquement pour ramasser une certaine forme d'onde de forme. Et là, pour donc créer une ambiance. Et le centre a mis de l'argent pour une volière pour que les personnes qui sortent, quand ils sortent en titubant, puissent se remettre. Les oiseaux absorbent énormément. Ça plaît. Le centre, il est là foncièrement pour pouvoir gérer suffisamment de matière pour permettre d'instaurer de la classe dans le phénomène évolutif et amélioratif de l'humain. Toujours dans des sous-sols, toujours dans des endroits qu'on loue un peu par-ci par-là, toujours dans des affaires à mancher à peu près. Alors, à un moment donné, l'évolution ou l'amélioration structurelle de l'homme doit se faire dans un endroit qui fonctionne. Il y a des personnes qui, maintenant, travaillent au centre, qui sont rémunérées, évidemment, et qui sont même... D'ailleurs, on a une optique ici, c'est que celui qui est engagé est automatiquement engagé au-dessus du salaire minimum. Bon. Et c'est énergisant pour la personne de commencer avec quelque chose, et puis ça marche, et puis elle se crée, et puis ça fonctionne. Certains ont des problèmes, ils sont là pour les aider. On n'engage pas n'importe qui, évidemment, on n'est pas des caves non plus. Sauf que si on veut partir une ferme, il faut que la ferme puisse amener de l'argent. Pas un endroit de lumière. Parce que quand on crève de faim, la lumière est loin. Quand on a des problèmes avec les enfants, la lumière est loin. Quand on gèle l'hiver, la lumière est loin. Celui qui a fendu son bois tout l'hiver, il peut se chauffer tranquillement et avec son poêle à bois, puis là, il peut méditer. C'est très important, continuellement. Toutes les communautés, les communes, telles qu'on les appelle, qui ont toujours eu des problèmes de gestion interne par manque de finances. Qui c'est qui va nettoyer les chiottes? Bon, toujours le même. Non, t'engages un gars qui va le faire. Oui, mais on prend de l'argent où? Faisant de l'argent, puis engage le gars. Le gars, lui, ça ne le dérangera pas de faire le ménage. 2, 3 personnes qui vont venir pour faire le ménage, ils vont gagner leur vie. Donc, il y a un échange d'énergie. Alors, ça ne les dérangera pas de faire le ménage, comme la femme de ménage, paye-la, elle fait le ménage. Et elle n'est pas épuisée à faire le ménage, elle fait de l'argent. Exactement comme si vous voulez vous occuper de votre grand-parent qui n'est plus capable de se tourner de bord la nuit. Vous devez vous lever à tous les 2 heures pour aller le tourner de bord, sinon il va avoir des nécroses, des plaies de lit. Vous devez le changer régulièrement. Vous devez le nourrir le matin, le raser. Ça va vous tuer. Mais ceux qui sont placés dans des centres d'accueil, et il y a donc un personnel qui s'occupe de le faire. Ça ne les tue pas. Pourquoi? Ils sont payés.
Aussi con que ça puisse paraître, c'est merveilleusement parfait. Visitez-les, mais ne vous tuez pas à les regarder mourir. Alors, la même chose pour une ferme, un lieu de lumière, il faut faire attention. Il doit amener de la nourriture. Et pas de la nourriture avec une limitation. Il doit amener de la nourriture qui va être suffisamment en abondance pour pouvoir au moins combler le besoin psychologique de nourriture, ou du moins l'intelligence mentale de comprendre l'alimentation, et permettre cela. On ne doit pas restreindre. Il doit permettre la vestimentation, mais pas la vestimentation, bon, tout le monde est en blue jeans de travail à cause qu'on pas... Non, la personne qui sort quelque part à un moment donné, elle doit pouvoir s'habiller en fonction de où elle va. Ça ne doit jamais être restrictif. Et automatiquement, ça devient intelligent. Ça sera, si vous voulez, un lieu de lumière. Nos sociétés devraient être bâties de la même façon. Mais non, les lieux de lumière, ben oui, tu peux aller à l'église parce que t'es pauvre. Mais celui qui est riche qui va à l'église, on dirait que Dieu, il parle beaucoup plus. Hein? Bon, c'est un fait. Parce que les solutions arrivent. Tandis que le pauvre, les solutions n'arrivent pas. Bon, alors ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est simplement l'idée même. La majorité des endroits du Québec et même un peu partout sur la planète pensent toujours que pour arriver en haut, il faut partir de rien en bas. Non, le bas n'a pas été placé pour ça. Si vous avez suffisamment d'intelligence, allez gérer le bas. Quand le bas sera géré suffisamment pour devenir une structure suffisamment puissante pour vous libérer des contraintes matérielles sans nécessairement en faire partir vos enfants ou l'extérieur, hein, sans nécessiter des dons. Imaginez-vous que ceux qui vivent avec des dons ont un maudit problème, parce que on mendie. Mais une chance qu'il y en a qui mendient pas. Autrement dit, pour être sauvé, il faut qu'il y en ait qui en enfer. Parce que si tout le monde veut être sauvé, tout le monde mendie, puis personne qui fait rien. Donc, il n'y a personne qui peut mendier, puis personne qui donne. Bon, on a des pays, justement, qui fonctionnent comme ça. Le prêtre doit mendier. Il ne doit rien posséder. Une maudite chance qu'il y en ait un paquet qui ne sont pas prêtres, parce qu'ils ne pourraient plus vivre. Bon, alors il faut comprendre cette mécanicité. Si on est intelligent, on a de la matière. Quand la matière part, on n'en souffre pas. Quand la matière est là, c'est un outil, on s'en sert. Si on veut bâtir quelque chose dans le genre, il faut que ce soit un lieu où l'être humain sera libre des contraintes matérielles. Automatiquement, l'humain sera heureux. Et quand l'humain est heureux, cherchez pas les lieux de lumière. C'est dans l'homme, le lieu de lumière. N'importe où ce que l'homme va être placé sur la planète. Si lui est intrinsèque et global, le lieu de lumière, il est là. C'est pas d'un endroit matériel. Ici, il n'y a pas plus de lumière que si on serait dehors sur la rue Sainte-Catherine. Sauf qu'on est mauditement mieux assis ici, dans une ambiance qui peut être un peu plus plaisante, avec un bar à jouer de l'autre côté pour pouvoir se rafraîchir un peu, et on peut jaser puis se parler. Donc, ça devient intelligent d'avoir un endroit comme ça. Alors, on a un endroit comme ça. Mais l'endroit n'est pas plus lieu de lumière que n'importe quoi d'autre. C'est vous qui faites la lumière dans ce lieu. Si à un moment donné, on se sent bien, c'est parce que le monde crée l'ambiance. Mais quand le centre est vide, qu'on vient ici, évidemment, l'énergie mémorisée dans les panneaux de chaîne ici conserve cette chose. Mais ça reste que les personnes qui travaillent dans le bâtisse ici se sentent pas plus flottées après une conférence du vendredi. Ils savent même pas qu'il y a un centre ici. Le lieu de lumière, il existe là où il y a l'humain. Puis l'humain doit être plugué sa bonne lumière. Et pour être plugué sa bonne lumière, l'humain ne doit pas têter. L'humain doit la générer de lui-même. Ça part de là. Alors ça devient un lieu de lumière. Il faut être bien. Pourquoi dites-vous que le monde appartient aux matérialistes? Bon. Parce que l'islam, qui est spirituel, pour pouvoir convertir les autres, a besoin des bombes et des armements faits par les matérialistes. Parce que les prêtres ont besoin des églises faites par les matérialistes, ils ont besoin aussi des autos, ils ont besoin de la publicité, des pamphlets, des presses, d'imprimer pour imprimer les petits papiers qu'on donne. Parce que les Krishnas ont leur temple, ils ont besoin évidemment de la structure matérialiste qui va leur fournir le restaurant, qui va leur fournir les peintures, les colorants pour pouvoir peinturer les Krishna et Rama et tous ceux-là. Parce que quelle que soit la spiritualité, si elle n'est jamais supportée par un contexte industriel ou matériel, elle n'a jamais de fondement. Les chrétiens, même nos chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque de Rome, ont été les premiers, évidemment, à rechercher le matérialisme. Les Juifs ont recherché le matérialisme. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Empire de Rome, l'Empire, disons, du catholicisme romain, l'Église catholique de Rome, qui maintenant a des problèmes, peut-être quelques rares problèmes financiers, mais a dû s'imposer au niveau matérialiste. D'ailleurs, il y a même des compagnies qui lui permettent de rapporter des dividendes, des gains sur l'argent qu'elle a. Donc, elle place son argent. Et c'est tout à fait intelligent et normal. Parce que tout ce qui existe au niveau... La matière n'a pas été placée là parce qu'elle est vile et parce qu'elle est caca. La matière, elle est placée là simplement pour supporter de la matière. Et lorsque la matière est suffisamment bien orchestrée et gérée, elle peut supporter de l'énergie vitale. Et lorsque l'énergie vitale est suffisamment bien gérée, elle supporte du plan astral, de l'âme. Lorsque l'âme est suffisamment bien gérée, elle supporte de l'intelligence mentale. Lorsque l'intelligence mentale est suffisamment gérée, elle supporte de l'esprit. Mais ça commence par la matière. Ça commence jamais par en haut. Sinon, il n'y aura pas eu de matière, ça serait fait en haut. Alors, lorsque l'humain est pogné dans la merde, évidemment, l'esprit qui descend sur lui n'est jamais un esprit lumineux. C'est jamais génial. Oh, ça lui dit de rester comme ça, de continuer à souffrir, que ça plaît à Dieu. Quand il va mourir, il va aller au ciel. Bon, ça dépend des religions, ça dépend des philosophies. Ça peut être aussi les administrateurs, les présidents des pays qui vont dire, oui, mais restez comme ça. On pense à vous.
Oui, mais tu continues à manger 2 grains de riz par jour, par exemple. Tandis que le gouvernement, lui, ben, il mange en masse. Bon, alors, quel que soit le phénomène spirituel, le monde appartient au matérialisme, c'est lui qui le gère. L'expansion des religions, elle est permise par quoi? Par le matérialisme. Si on va regarder la revue La Pure Vérité, sans toute la structure matérialiste qui est en dessous, c'est-à-dire les presses d'impression, parce que la revue La Pure Vérité, c'est génialement fait. C'est gratuit, cette revue. Mais imaginez-vous le marketing qui est en dessous pour arriver à ramasser les fonds. Et c'est tout à fait génial et intelligent. Non seulement la revue, elle a un pouvoir d'efficacité dans le monde, mais en plus, elle est bien faite. Il y a de la classe là-dedans. C'est pas une revue en noir et blanc avec des papiers journal à moitié attaqués qui se défont tout le temps ou ce qu'on tête toujours un don. La revue est en couleur, elle est brochée, il y a des articles absolument géniaux, des montages, à un moment donné, on étudie ça tous les deux, des montages absolument fantastiques. Ils ont été se chercher, ils doivent les payer. Ils ont été se chercher les plus grands maquettistes qu'il n'y a pas sur la planète. Bon, alors évidemment, il faut des presses, il faut de l'imprimerie, il faut de la diffusion, il faut la poste. Alors il faut donc les postiers, il faut tout le système des postes Canada ou américains, et même à l'étranger, il faut des bateaux, il faut des avions. Mais il faut du matérialisme. On n'a pas le choix, on n'en sortira pas. L'expansion spirituelle sur la planète, il se fait par le biais de quoi? De la radio, de la télévision, des presses écrites, et oui, par le biais de tout ce que le matérialisme amène à l'homme. Maintenant, il faut comprendre. La philosophie matérialiste, elle est celle où l'être humain ne pense qu'à la matière et il ne pense qu'il n'y a rien d'autre que la matière. C'est pas ça que je dis. Même si le monde leur appartient, je ne dis pas qu'on doit être matérialiste. Je dis qu'on doit comprendre l'intelligence de la matière. Moi, je ne suis pas matérialiste. Absolument pas, je me fous de la matière. En ce sens que je n'ai pas de besoin matériel. Mais je vois dans la matière un outil extraordinaire et fondamental qui me permet de me véhiculer, qui me permet de m'habiller, qui me permet de voyager, qui me permet de faire un paquet de choses. C'est absolument génial. Sauf que tous les fois que la matière m'échappe, je ne sais pas pour commencer à chialer. Ah oui, mais si j'avais ceci, puis si j'avais cela. Non, structure-les. Quand tu l'auras, c'est parce que tu le mériteras. Mais tu le mériteras comment? Pas en étant bon et pur et sain. Tu vas mériter des choses. Il y a des humains sur la planète qui ont comme fonction d'être bons, purs et sains. Il y a des humains qui ont ça comme fonction. Mais est-ce que ça veut dire que tous, vous l'avez comme fonction? Non. J'en connais, moi, que je respecte énormément, qui ont ça comme fonction. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont ça comme fonction. Alors, si vous vous asseyez en attendant que tout le monde finisse par broyer puis vous donner ce que vous voulez parce que vous avez tellement l'air pitoyable ou tellement, etc., ça ne fonctionnera pas. Il y en a qui ont cette fonction, qui rentrent quelque part, qui vont voir une compagnie qui disent « Bon, ben j'ai besoin de 2 000 ou de 20 000 $ pour telle chose » et ils l'ont tout de suite. Ils ont un charisme, ils ont ceci, ils ont cela, mais ils ont surtout une fonction planétaire, ce qui fait que le gars qui a l'argent, il n'a pas le choix de lui donner l'argent. Il est manipulé. Il ne sait pas, mais il n'a pas le choix. Il va dire, ah ben évidemment, c'est parfait. Même si le matérialiste va dire que ça peut être déductible d'impôts, ça l'aide de la compagnie, ça l'aide de particulier, mais n'empêche que c'est quand même à partir de la finance qu'on va y arriver. Donc, au lieu de toujours être quémandant, si on contrôle nous-mêmes nos propres ressources financières, lorsqu'on a d'intelligence et du cœur, alors on peut dire, je veux faire telle chose. Est-ce que je peux? Oui. Alors je fais la chose. Tandis que souvent, on veut, mais on ne peut pas. Et comment arriver à vouloir et à pouvoir? Eh bien, évidemment, c'est d'arriver à la gestion complète et totale de nos propres structures matérielles. Moi, je peux faire un paquet de choses parce que ma femme ne se plaint pas, parce que ma femme, elle a des choses. Je n'achète pas ma femme. Je dis simplement que de temps en temps, quand je pars me reposer, elle en a pris une grosse dose, elle aussi, d'énergie. Là, on peut se reposer ensemble. Mais on ne va pas se reposer dans le salon, de temps en temps. On va ailleurs. Et c'est comme ça que la vie doit se vivre et tu amènes les enfants avec toi parce que les enfants, ben, tu les fais garder puis tu t'en vas là, c'est dommage. Alors, le spiritualisme évolue à partir de la matière. Maintenant, il faut faire attention, je ne dis pas qu'on doit devenir matérialiste dans ce sens attaché. Il n'y a que la matière, c'est faux. Mais la matière, elle est là. Hein? Elle est là. Et elle n'est pas là que pour nuire à l'homme. Tout ce qui est satanique devient yavique si l'homme arrive à s'en faire un esclave. La matière doit devenir esclave de l'homme et l'homme doit cesser d'être l'esclave de la matière. La matière, ce n'est pas une finalité, c'est un outil, comme bien d'autres choses. Et si on se sert des outils comme finalité, on est fait. Le matérialisme, le gars qui a la philosophie matérialisme, il est fait. Celui qui est spiritualisme, exclusivement spiritualisme, il est fait. Celui qui est entre les deux, celui qui est dans les deux, encore mieux, ben lui, il va faire. Le fait de couper les ponts avec certaines personnes à un moment donné dans son cheminement, est-ce aussi signé dans la matière? Certainement. Inscrire quelque chose dans la matière, ça se fait comment? Par la pensée, par le verbe, par l'imagination, par la volonté?
Bon, la volonté, ce n'est pas du ressort de l'homme. Certains ont la volonté de rien faire, d'autres de faire. Alors, ce qui fait qu'il n'est pas question de volonté. La pensée, on ne signe jamais rien par la pensée, on pense avec la pensée. L'imagination, c'est la pensée. Bon, avec un cheminement astral, soit dans notre propre monde mémoriel, soit dans le monde astral extérieur. Donc, un contact plus ou moins astralisé, une extra-conscientisation astrale. Être dans la lune, puis imaginer. Bon, c'est très bon. C'est très bon. Ça permet d'aller chercher des choses dans le contexte des connaissances planétaires ou des nôtres. On imagine des choses. Une fois que c'est fait, il faut les mettre sur papier. Parce que sur papier, on va pouvoir commencer à les travailler. Dans la tête, on risque d'avoir des problèmes. Inscrire quelque chose dans la matière, ça se fait comment? Ça se fait quelque peu par le verbe dépendant des choses, mais le grand parleur ne fera pas nécessairement. Tout à l'heure, je l'ai expliqué. Ça se fait par la signature si c'est un contrat. Ça se fait par... Bon, le mariage est effectivement une incrustation dans la matière qui est extrêmement difficile à dissoudre. Toute incrustation dans la matière est extrêmement difficile à dissoudre. Mais tout ce qui est lié dans la matière est lié sur les autres plans. C'est pourquoi d'ailleurs, on a toujours eu les cérémonies de baptême dans la matière. Tu prends le bébé, puis tu mets un petit peu d'eau, tu le trempes dans l'eau complètement. Mais à quoi ça sert? Ça sert que quand c'est signé dans la matière, c'est automatiquement scellé sur d'autres plans. Et le déceler dans la matière ne le décèle pas nécessairement sur les autres plans. Donc, ça devient compliqué. Ça se décèle de toute façon, mais ça devient compliqué. Alors, pour le signer dans la matière, ça dépend toujours des cas. Moi, je donne l'essence, disons, du phénomène ce soir. Mais je ne suis pas là pour donner des conseils. Vous devez, soit en réécoutant la conférence, ou soit avec ce que vous avez saisi, simplement vous-même gérer votre propre libération des limites imposées de vos besoins. Comment signer dans la matière? Ça dépend toujours des choses. Une poignée de main peut signer dans la matière, mais ça dépend avec qui. Ça peut être un contrat sur papier. Ça peut être l'achat de quelque chose. Ça peut être... Il y a tellement de choses pour signer dans la matière. Ça dépend des choses. Ça peut être simplement de décider que je vais manger à tel restaurant une fois par semaine parce qu'au moins là, je vais manger bien. J'ai donc décidé de mettre de l'argent pour manger bien. Alors, même si c'est 5, 6, 7, 10 piastres, au moins une fois par semaine, ça veut au moins dire que là, je viens d'incruster quelque chose. Je dois le faire. Je dois prendre de l'énergie, je dois le mettre. Celui qui, à un moment donné, veut... Oui, mais est-ce que vos cours sont gratuits? Bien, nos cours, s'ils sont gratuits, tu mets rien dans la matière. Si nos cours sont gratuits, tu ne rapporteras rien non plus. Bon. Alors, automatiquement, la personne, elle vient. Vous savez, à un moment donné, j'expliquais à quelqu'un qui fait partie d'une école traditionnelle assez immense et qui fonctionne avec des dons. Lui, il disait que le centre avait vu une expansion extraordinaire. D'ailleurs, il a fait des conférences ici assez longtemps. Et il trouvait ça génial. Moi, je lui disais, il y a une chose, c'est que notre personnel, il est payé. Le vôtre, il est bénévole. Il dit, je le sais. Le nôtre, tu l'appelles, il ne peut pas venir, tu ne peux pas rien dire. Bon. Il est rendu, il a fait telle connerie. Si tu veux des bénévoles, pas rien dire. Alors, ça s'en va comme ça. Alors, à un moment donné, il demande des dons. Il loue des salles et les personnes viennent, ils donnent ce qu'ils veulent. Moi, je lui ai dit, oui, mais tu dois maintenant gérer tes dons. Ici aussi, au centre, on accepte les dons. Les dons sont de 10 $ pour une conférence. Alors, au lieu de dire au monde, donnez comme vous pensez. Certains donnent 50, d'autres donnent 2, donnent rien, d'autres donnent 55, tu sais. Non, donnez pas comme vous pensez. On va simplement dire qu'est-ce que vous devez donner et ce sera 10 $ pour le don. De cette façon-là, on a donc, orchestré convenablement le phénomène. Alors, ce qui fait que quand on a besoin de remplacer des lampes qui coûtent un certain prix, eh bien, on a de l'argent pour les remplacer. Lorsqu'on a besoin de faire telle chose, on peut le faire. Tandis qu'eux autres, ben là, espérons avoir beaucoup de dons. Alors, à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de dons. Puis là, ben, il retarde. Alors, je lui ai dit, à un moment donné, mais non, mais ça reste un don, mais le minimum, ton don. Les gens vont comprendre. Si la personne, elle vient régulièrement, bon, ben, c'est parce qu'elle prend quelque chose. Si elle prend, elle doit échanger, elle doit donner. Et sinon, elle vole. Alors, c'est simplement, c'est donc une signature dans la matière. On fonctionne convenablement. Pourquoi celui qui reçoit plus, à un moment donné, donnerait plus, tandis que l'autre qui reçoit, mais qui n'a pas été éduqué à échanger, doit s'en aller avec un karma, une dette? C'est dangereux. Alors, tu paies 10 $. Si tu reçois plus, c'est le contrat. Donc, tu as payé, parfait. Si tu reçois moins, ben, c'est le contrat, tu ne reviens plus. C'est fini là. De cette façon-là, ben, tout le monde est correct. Yeah. On signe comme ça doit être signé. Expliquez-moi les conséquences que peut produire la Ritaline sur un enfant de 4 ans pour supposément calmer son hyperactivité et l'aider dans sa concentration. Bon. Vous expliquer cela, ça deviendrait compliqué parce que, premièrement, chaque fois que je parle de ce genre de choses, je me mets égrégorement à toute la médecine moderne dans le dos. Bon. Les médicaments qui vont servir normalement à empêcher l'hyperactivité des enfants. Normalement, un enfant hyperactif est un enfant en santé, premièrement.
Normalement, c'est un enfant hyper intelligent qui n'a pas la faculté ou qui n'a pas le support matériel pour arriver à exprimer son intelligence. Donc, cette intelligence va être exprimée au niveau de ses cellules, ce qui fait que ça va le rendre hyperactif pour la simple raison qu'il n'aura pas de faculté égoïque ou psychologique, vu qu'il est jeune, suffisamment puissante pour pouvoir supporter le poids de son intelligence. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner des médicaments qui vont normalement réduire, soit, dépendant des médicaments, soit la faculté qu'aura le corps physique de pouvoir exprimer le manque de support de la psychologie. Donc, l'enfant reste toujours hyperactif, mais on ne le sait plus. Bon, c'est une chose. Ou bien, on va amener quelque chose qui va obliger l'enfant à se déconnecter de sa conscience intelligente, c'est-à-dire quelque chose qui va diminuer la rapidité avec laquelle, ou encore, disons, la facilité avec laquelle vont se faire les échanges neuroniques au niveau de son cerveau. Alors, automatiquement, ça va donc baisser l'enfant en vibration, ça va le déconnecter d'avec lui-même, et évidemment, là, l'enfant ne sera plus hyperactif, et évidemment, il n'y aura plus de symptômes d'hyperactivité. Le problème, c'est que je ne peux pas me prononcer pour vous dire si c'est bon ou pas bon. Moi, si j'ai un enfant hyperactif, il n'en prendra pas parce que je saurai mettre les paramètres pour lui permettre de devenir. Moi, j'ai toujours été hyperactif, sauf que mes parents m'ont donné un laboratoire dans le sous-sol. Je n'ai pas toujours eu ça, mais je faisais des laboratoires quand je faisais l'école buissonnière. Mes parents allaient travailler dans la cuisine avec les bouteilles de vin, puis les vides, puis les bouteilles de liqueur. J'étais relativement jeune. Et à un moment donné, je me suis fait pincer souvent à faire l'école buissonnière, à foxer l'école, comme on dit. Et puis, ça coûtait cher, donc, la science. J'avais beaucoup de devoirs et de copies idiotes à faire. Répéter 45 000 fois que je le ferai plus, sachant très bien que je vais le refaire encore. Bon. Alors, à un moment donné, mes parents ont su gérer leur phénomène, leur potentiel, parce qu'on a commencé relativement pauvre. Et puis, mes parents ont su donc s'arranger pour grimper un peu plus au niveau de la libération matérielle. Et par la suite, j'avais peut-être 10 ans quand j'ai eu mon premier laboratoire dans le garage, avec un vieux bureau que mon père avait. Et puis, lentement, ça s'est grandi. J'avais un laboratoire d'électronique. Quand j'étais tanné d'électronique, je m'en allais dans mon laboratoire de biologie. Alors, je disséquais des grenouilles, je faisais des choses que je ne ferais peut-être plus. Et quand j'étais tanné, j'allais dans mon laboratoire de physique. Lentement, je me suis fait des amis qui étaient des bols, donc des hyperactifs invétérés aux autres aussi, et on venait se défouler là-dedans. Ça créait un problème parce que en secondaire 2, on avait un livre de physique ou un livre de chimie, et après 3 semaines, toutes les expériences du livre, on les avait faites. Alors, rendu à l'école, quand il fallait les refaire dans le cours, ben, c'était plate en maudit, alors ce qui fait qu'on faisait plus de conneries que d'autres choses. Bon. Alors, malgré qu'on était relativement brillants, on n'avait pas nécessairement des notes brillantes. Il fallait qu'on aime le prof pour avoir des bonnes notes, parce que si on n'aimait pas le prof, les notes, hein, bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'enfant hyperactif n'est pas un imbécile, il n'est pas un malade. Il est une personne qui... C'est un enfant suffisamment nouveau. D'ailleurs, la majorité des enfants nouveaux vont être hyperactifs, en ce sens qu'ils vont vouloir exprimer des choses et les cadres familiales ou sociaux ou éducatifs ne pourront pas supporter leur expression. Alors, automatiquement, on va leur donner des médicaments pour les guérir d'une maladie qu'ils n'ont pas. Dans certains cas, c'est préférable de leur donner des médicaments parce que sinon, le choc de leur inacceptation par l'extérieur pourrait être plus dommageable que la médicamentation. C'est pourquoi je ne peux pas me prononcer sur ce que ça va donner. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, c'est aux parents de constater. Si les parents ne donnent pas de médicaments aux enfants, par contre, les parents doivent en prendre pour supporter leur enfant, c'est préférable que l'enfant. Est-ce que l'amour est un besoin évolutif? Bon, l'amour est un fait. L'amour qui devient un besoin est automatiquement un amour qui est psychologique. Et l'amour psychologique a été un limitateur de l'homme. Il a limité lorsqu'il était suffisamment inintelligent et inastralisé, donc lorsque son âme n'était pas complète et en formation, il a été intelligent, cette limitation, parce qu'elle empêchait l'homme de s'autodétruire continuellement, parce que l'homme n'avait pas l'intelligence de comprendre l'écologie ou un écosystème, l'intelligence de vivre en groupe. Alors évidemment, l'amour, c'est-à-dire le besoin, la dépendance de l'un envers l'autre, a obligé les humains à se regrouper en société, parce que lorsqu'ils étaient seuls, ils se sentaient insécures et ils avaient peur. Donc cet amour psychologique a été intelligent. Le besoin d'amour psychologique aujourd'hui est une aberration évolutive, c'est-à-dire que c'est un mécanisme, une mécanicité qui devra de plus en plus être abandonnée par l'humain. Donc, on ne doit plus éduquer l'enfant à s'ennuyer des parents, parce que lorsque l'enfant s'ennuie pas des parents, l'enfant arrive à s'assumer, tandis que lorsque l'enfant s'ennuie, l'enfant ne peut pas s'assumer. Cela limite toujours l'évolution expansive de l'enfant dans son univers à lui, pour la simple raison qu'il reste toujours assujetti à la présence ou non des parents. Lorsque l'humain a ce besoin d'amour, il est quand même en phase d'évolution, sauf qu'il sait très bien que ce besoin le fait souffrir. Évidemment, le besoin d'amour ne le fait pas souffrir tant qu'il est comblé. C'est lorsqu'il n'est plus comblé que ça devient un piège majeur de désillusion.
Tant qu'on est assujetti aux besoins d'amour, on continue à avoir besoin d'amour, mais on doit observer l'inintelligence de cette mécanicité. Moi, je n'ai pas besoin d'amour, je n'ai pas besoin de donner de l'amour, pour la simple raison que je m'aime suffisamment, que je n'ai pas besoin qu'on m'aime plus. Et lorsque quelqu'un a besoin d'énergie, c'est-à-dire que donner de l'amour, c'est quoi? C'est de donner quelque chose, c'est de donner de l'énergie. Mais donner de l'amour à quelqu'un qui, en fin de compte, aura toujours besoin d'amour, c'est donner de l'amour, c'est se faire voler. Si je dois donner de l'amour à quelqu'un qui en a besoin pour un laps de temps, ça le replace, ou à un enfant, par exemple, qui est dans une phase évolutive, parce qu'il faut bien comprendre que l'enfant doit être sevré matériellement, il doit être sevré vitalement. Par la suite, vers l'adolescence, il doit être sevré astralement, donc au niveau de l'amour, au niveau du besoin émotif. Et tant que l'être humain n'a pas l'intelligence de comprendre la procréation, il y a toujours quelque chose qui fait que l'humain n'est pas sevré à l'adolescence totalement. Il est sevré des parents, mais pas de banque d'amour, ce qui oblige donc la relation du couple reliée sur l'émotivité. Et qui, par la suite, lorsque l'humain continue à évoluer, la relation reliée sur l'émotivité finit par s'estomper. Et là, il y a de plus en plus de divorces ou de problèmes pour la simple raison qu'on ne voit plus l'intelligence de la relation. L'humain doit donc de plus en plus se diriger vers l'intelligence de l'amour, donc vers l'amour intelligent, l'amour de l'homme nouveau. Un amour qui ne souffre jamais, un amour qui n'a pas peur d'aimer, et un amour qui évidemment n'est pas sélectif, c'est-à-dire un amour qui ne peut pas dire j'aime un tel et je n'aime pas un tel, j'aime ceci, je déteste cela. Ça, c'est de l'amour intelligent. L'amour qui laisse venir tout ce qui peut venir et qui laisse partir tout ce qui doit partir. De l'amour qui ne souffre pas. Donc, l'amour, si l'amour est un besoin, c'est automatiquement un besoin qui peut être évolutif par la souffrance ou involutif s'il n'y a plus souffrance. Jusqu'à un point où l'être humain va arriver à cet amour intelligent, un amour qui n'a pas, j'ai pas besoin d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est partout. Bon, alors vu que je l'aperçois, que je le sais, que je le conscientise, que je le cellularise, que je le respire, j'ai pas besoin d'amour parce qu'il en manque jamais. Lorsque l'humain a besoin du feu puis qu'il se promène avec une chandelle pour s'éclairer, s'il saurait c'est quoi du feu, évidemment, il n'y aura plus de problème. Alors l'humain, ne sachant pas ce qu'est l'amour, recherche l'amour là où il n'est pas. Et évidemment, lorsque quelqu'un se donne, devient presque l'esclave, se laisse sucer en énergie vitale, ça sécurise l'ego, alors l'humain appelle ça de l'amour, alors il m'aime. Il me donne de son temps, il me donne de ses cadeaux, il me sécurise, il m'aime. Et lorsqu'il me donne plus de son temps, je me demande s'il m'aime encore. L'amour n'est pas dirigé par l'homme. Ça, c'est de l'amour psychologique. Ce besoin est une forme qui peut être, tant qu'elle est souffrante, elle est évolutive. Pourquoi? Parce qu'elle va enseigner à l'homme à ne plus avoir besoin d'amour. Et si elle n'est pas souffrante, elle risque fortement d'être involutive. Parce qu'elle va obliger l'homme qui a un besoin à assujettir les autres, à lui donner. Ce que beaucoup de gourous et de maîtres vont faire. Aimez-moi et aimez-vous, puis laissez-moi en paix. Ce que beaucoup de gourous font. Ça devient donc involutif à ce stade. L'homme nouveau aura-t-il des besoins? L'homme nouveau n'aura aucun besoin. L'homme nouveau va fonctionner avec des outils, donc il y aura des choses qui lui seront utiles. Il y aura des choses qui lui seront inutiles. Il y aura des choses qui lui seront utiles et qui vont lui manquer. Ça ne sera quand même pas un besoin. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu recherches le fait de l'avoir, mais ce n'est pas un besoin dans le sens psychologique du terme. C'est une vision tout à fait mentale, logique. Donc, c'est un outil. J'ai pas de marteau, il me faudrait un marteau, j'ai un clou à planter. Alors, je vais chercher un marteau. Est-ce que j'ai besoin du marteau? Non, parce que je n'ai pas d'expression physique du manque de mon marteau. Mon cœur n'accélère pas parce que j'ai pas de marteau. Je viens pas en maudit après 5 minutes, de 10 minutes de recherche dans mon coffre, mon maudit marteau. Donc, j'ai pas besoin de mon marteau. Alors, j'ai pas de marteau, je vais m'en fabriquer un, je vais prendre une pierre, je vais prendre quelque chose. Le but, planter le clou. Le but, ce n'est pas d'avoir le marteau. Le but, ce n'est pas de planter le clou avec le marteau. Le but, c'est de planter le clou. Si je n'ai rien pour planter le clou, je ne plante pas le clou. C'est tout. Le clou devra toujours être planté, mais présentement, je n'ai rien. Alors, je ne plante pas le clou. Si j'ai un besoin de réussir, c'est comme le gars qui veut planter un clou près son bureau. Il est avec sa main, il y a un petit trou, il plante, ça ne rentre pas. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de marteau, le tiroir, il n'a pas. Alors, il prend le bureau, puis il l'accote sur son mur, puis il essaie de planter le clou avec le mur. Il va faire un trou dans son mur. Il y avait un besoin de planter le clou. Souvent, c'est souffrant. Alors, tu serres le clou dans ton tiroir, le panneau va tomber, il tombera. Tu peux pas planter le clou. Alors, plante pas le clou, tu peux pas planter le clou. Tu serres le clou. Et tu relaxes. S'il y a un besoin, tu relaxeras pas tant qu'il sera pas planté. C'est pas comme ça qu'il faut marcher. Parce que là, on devient assujetti à un besoin imposé. Merde, la terre va continuer à tourner si ton clou n'est pas planté. Tu deviens limité par un besoin. Tu prends ton énergie là-dedans, tu perds de ton temps, tu deviens quoi? Tu n'es plus un humain. Alors voilà, la semaine prochaine, c'est le phénomène de l'ennui. C'est quelque chose qui, je crois, est... Ce ne sera pas ennuyant, sûrement.
à t'entendre. Tu as tout dit. Ceux qui sont intéressés, en fin de semaine, c'est le dernier séminaire intensif que je donne cette année. Chaque année, je ne sais pas si je poursuis après au niveau des séminaires. De toute façon, ceux qui sont intéressés et qui, évidemment, se sentent dans l'énergie, c'est la dernière soirée pour s'inscrire. En attendant, bonne semaine. Prenez-vous pas trop au sérieux. Et rendez-vous bien. Merci beaucoup, Daniel.